Bienvenue dans Pause Pépite, le podcast qui met en lumière les histoires de vie extraordinaires de personnes apparemment ordinaires, alors que pourtant. À travers des histoires authentiques et inspirantes, chaque épisode est une invitation à ralentir et révèle une pépite cachée dans le quotidien, un trésor d'expérience à découvrir. Ces parcours parfois surprenants, parfois émouvants, nous rappellent qu'il n'y a pas de petite vie. Je suis Océane Barberousse. Dans la vie, je suis praticienne en hypnose et doula. Embarquez avec moi. Prenez une pause et laissez-vous inspirer par ces parcours qui, loin d'être ordinaires, brillent de mille feux. Aujourd'hui, nous plongeons dans le parcours inspirant de Clémentine, dont l'histoire cache un véritable trésor d'expérience et de leçons de vie. À la naissance, alors que le gynécologue le savait déjà tout au long de la grossesse, mais a choisi de ne rien dire, ses parents découvrent que Clémentine souffre d'un syndrome polymalformatif, qui va avoir de lourdes conséquences sur sa vie. Foudroyés par la nouvelle, ils entrent dans la parentalité par la porte du handicap, et cet événement les changera à jamais. Ils devront se battre chaque jour pour se relever et accompagner cette petite fille qui deviendra un véritable petit soleil, et qui déjouera presque tous les pronostics que les médecins avaient dressés pour elle. Je vous invite à découvrir le parcours de la pétillante Clémentine, qui au-delà du handicap, est une femme incroyable de force, de résilience et de positivité. Pour ce premier épisode, j'avais envie de vous offrir du soleil en concentré, et je crois que la mission est réussie. Bienvenue dans cet épisode de Pause Pépite. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de Pause Pépite. Alors on va ouvrir le bal avec une personne qui est très chère à mon cœur et dont l'histoire ne ressemble à aucune autre. Bonjour Clémentine. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir à mon micro pour cet épisode symbolique pour moi. Je vais te demander, si tu le veux bien, de te présenter en quelques mots qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de nous donner toutes les informations que tu juges importantes. C'est à toi. Ok, alors déjà merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast pour le premier numéro. Extrêmement touchée de ça. Alors pour me présenter, donc bon, toi tu me connais déjà, je m'appelle Clémentine, j'ai 33 ans, même si je m'en rends pas bien compte. Je suis graphiste, community manager et rédactrice à mon compte depuis 2018, donc ça fait un petit bout maintenant. Et je pense qu'une de mes caractéristiques principales, en tout cas par rapport à mon histoire, c'est assez important, je suis née avec un handicap qui affecte une bonne partie de mon physique. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu te définis toi c'est quoi les valeurs ou les principes qui te guident dans la vie? Alors, je dirais, comme ça, ce qui me vient en premier, c'est la bienveillance. L'humour, j'aime beaucoup rire. J'aime, qu'est-ce qui me définit, j'ai beaucoup de mal avec l'injustice, tout ce qui va être, ça a tendance à me perturber énormément. Voilà, je dirais que je suis quelqu'un d'assez gentil et mes valeurs se complètent par rapport à ça, et mes fréquentations sont le miroir, le reflet de tout ça aussi. On sent déjà la personne authentique que tu es, rien qu'en quelques phrases. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours, en commençant là où tu le souhaites dans ton histoire? Ouais. Alors, commençons par le début. Je pense que pour commencer, il faut peut-être parler de mes parents. Donc, dans un premier temps, je suis la fille aînée d'une fratrie. Donc, j'ai deux petits frères. Voilà, je suis née en 1991, d'où les 33 ans, hein, si on fait un petit calcul. Et puis, alors mon histoire, elle a commencé un peu de façon particulière. Il y a quelques temps, j'ai rédigé que mon histoire avait commencé par un mensonge. Mais en fait, j'aime pas tellement cette formulation, parce que je trouve que ça apporte quelque chose de négatif déjà, qui me ressemble assez peu, et surtout je trouve que ça serait enlever quelque chose à l'histoire de mes parents, et j'ai pas du tout envie qu'on résume ça par le mot mensonge, que j'aime pas tellement. Mais vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc mes parents, voilà, étaient très amoureux. Ils le sont encore ensemble d'ailleurs. Et voilà, ils m'ont eu. Et la particularité, c'est que pendant la grossesse de ma maman, donc qui était suivie par un gynécologue, tout se passait très bien, ma foi, et arrivé le jour de l'accouchement, surprise, mais pas une
très très bonne, j'ai envie de dire, puisque ils se sont rendus compte à la naissance que j'avais de gros problèmes de santé, et c'est là voilà, où le mot mensonge prend tout son sens, qui avait été repéré par le médecin, le gynécologue de ma maman, et qui avait fait le choix de lui cacher. Donc ça a été carrément la panique à bord, puisque on ne savait pas du tout ce qui se passait avec mon corps quand je suis née. Il a fallu que les médecins trouvent ce que j'avais assez rapidement pour déjà détecter si c'était une question de vie ou de mort. J'ai été transférée très très rapidement dès la naissance, en fait, dans un autre hôpital pour subir ma première intervention. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que je l'ai eu à 3 heures de vie, quelque chose comme ça. Okay. En laissant mes parents aussi dans l'inconnu le plus total, dans le flou. Et avec une famille un peu brisée par ce moment qui devait être une célébration. Je suis née le même jour que mon arrière-grand-père, en plus, qui à l'époque était encore vivant. Donc ça devait être le 19 novembre, jour de fête dans la famille, et ça ne l'a pas du tout été. Donc il y a eu ça, il y a eu ma maman qui a perdu connaissance à l'annonce brutale de ma, j'allais dire pathologie, mais on ne savait même pas ce que j'avais voilà, juste balancer un peu les faits. Votre fille, on ne sait pas trop ce qu'elle a, mais elle ne va pas bien, on la transfère pour qu'elle se fasse opérer. Donc elle ne pouvait pas me suivre. Elle était dans un état vraiment second, presque, je ne pourrais pas dire le mot coma, mais elle est vraiment 6 de tension, enfin pas bien du tout. En état de choc peut-être ? Oui, je pense que clairement on peut dire ça. Et mon papa, dès dire que j'ai eu de mes grands-parents, ma famille, il a changé à cet instant-là, quand on lui a annoncé. Déjà, je pense que avoir un premier enfant, ça change forcément des gens. Avoir un enfant tout court peut-être, mais en plus, quand on vous annonce que votre petite fille tant désirée ne va pas bien, voilà, ils ont vu son regard changer en un instant. C'est devenu il avait des problématiques que personne ne devrait avoir d'ailleurs. Donc voilà. Donc je sais même plus ce que c'était la question, mais j'ai commencé par le début de mon histoire en tout cas. Ouais, l'idée c'est ça, c'est que tu puisses dérouler ton histoire en commençant du coup. Et voilà. Et ensuite. Sans trop griller d'étapes, j'étais dans cet hôpital où j'ai été suivie d'ailleurs par la suite jusqu'à ma majorité par une équipe pédiatrique et de nombreux chirurgiens qui se sont occupés dans un premier temps des pathologies les plus grosses et puis surtout celles qui nécessitaient les soins les plus rapides. Je sais même pas quelle était ma première intervention. Je pense que c'était lié à tout ce qui était viscéral, donc certains organes internes. Et voilà, et puis petit à petit, on a su ce qu'il y avait aussi. Donc on a pu établir une liste, sachant que ma pathologie, du coup, n'a pas vraiment de nom. C'est ni une maladie orpheline, ni... c'est un syndrome polymalformatif. Et quand je lis l'intitulé exact de mis bout à bout tout ce que j'ai, ça ressemble pas trop à grand chose, c'est un agglomérat de plein de termes un peu qui font peur, quoi. Donc voilà, donc il y a eu toutes ces opérations pour essayer de faire que déjà ça aille à peu près. Donc j'étais un bébé couveuse, j'étais un bébé emmailloté aussi parce qu'il fallait pas trop que je bouge pour mon dos, donc parce que j'ai une énorme scoliose, j'ai un gros souci de colonne vertébrale, j'ai aussi une jambe plus courte que l'autre, avec ça je pense que c'est venu par la suite, mais voilà, ma jambe ne bouge quasiment pas, elle ne plie pas, mon pied pareil a été par la suite immobilisé par les médecins pour me permettre de marcher, ça c'est encore autre chose, mais voilà. Ensuite j'ai qu'un seul rein, donc à gauche, unique, donc, et ensuite plein de problèmes viscéraux qui font que la vie n'est pas toujours facile au niveau douleur. Donc voilà. Et puis ensuite, il a fallu, pour mes parents, pour ma famille, apprendre à vivre avec ce petit bébé qui se devait d'être normal, en tout cas. Voilà. Il n'y a pas de normalité, mais on se comprend.
Et puis, de faire avec parce que c'est un premier enfant. Donc déjà que c'est pas évident, mais qu'en plus il y a tous ces problèmes de santé. Passer sa vie à l'hôpital, parce que clairement c'est ça, hein, surtout dans les premiers temps comme ça. Faire attention quand on porte son bébé, encore plus qu'avec un bébé classique, pour pas lui faire souffrir, parce que j'ai aussi eu des très 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 jeunes, des plâtres, des corsets, des attelles, enfin voilà. Donc voilà, pour la partie en tout cas naissance, Ouais. on va dire. Et la suite, du coup, parce que tu as grandi. Oui, et la suite, alors je sais même pas par où trop commencer. La suite, moi c'est marrant parce que, alors c'est marrant, je sais pas trop comment parler de ça, mais j'ai pas une super mémoire. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que j'ai un blocage au niveau de ma mémoire. Donc ce que je raconte, c'est des choses qu'on m'a dit, c'est sûr que ma naissance, je m'en souviens pas, mais il y a aussi beaucoup de ressentis, il y a des choses que je raconte parce que je les ai vues dans des photos. Donc il y a peut-être des choses un petit peu erronées, mais c'est comme ça que moi je les ai, en tout cas j'ai l'impression de les avoir vécues. Et du coup, quand on me parle de l'hôpital, c'est assez drôle parce que j'en ai pas un mauvais souvenir. Alors, je sais, j'ai un peu comme un souvenir profond du corps, parce que le corps se souvient de beaucoup de choses. Je sais que j'ai souffert. Je sais que ça n'a pas été facile. Je sais qu'il y a des périodes où j'ai passé des semaines, voire des mois à l'hôpital. Des périodes comme Noël. Enfin, bon, c'est pas là où n'importe quel enfant devrait passer sa jeunesse, son enfance. Mais pour autant, et ça je pense que c'est un énorme big up que je dois passer à l'équipe médicale qui s'est occupée de moi pendant toutes ces années, parce que je pense que le ressenti principal que j'ai, à savoir de bons souvenirs, c'est grâce à eux que je l'ai. J'ai souvenir de faire des activités, des perles avec les dames en rose. J'ai souvenir de parler avec les dames de ménage et de faire des mots fléchés. Je sais pas, en ayant peut-être, oui, un peu plus âgé, 8, 9, 10 ans, quoi, par là. Mais c'est des bons souvenirs de faire des courses de fauteuil roulant avec mes camarades de chambre quand on le pouvait. Parce que je ris souvent en disant que j'étais... je mangeais au lit, je regardais la télé, enfin tout ce qu'un enfant rêve de faire. Voilà. Donc voilà. Mais évidemment, il y a eu des à côté qui étaient moins cool. La douleur en fait partie. La rééducation en fait partie. Parce qu'un enfant, ça apprend à bouger, à marcher. Et un enfant qui a un handicap physique, en tout cas je vais prendre mon expérience, ça le fait, mais ça réapprend à le faire. Et parfois plusieurs fois dans sa vie. Donc, quand on a 5-6 ans et qu'on est en déambulateur après une opération, qu'il faut réapprendre à marcher, aller chez le kiné alors que les copains, eux, ils vont à la danse ou ils vont je sais pas où, forcément, ça crée un gap qui forcément entache un petit peu cette innocence complètement. qu'a un enfant. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis, il y a le côté forcément un petit peu de différence qui joue, même si j'ai pas trop eu ce sentiment-là. J'ai déjà, grâce à ma famille, toujours été traitée... encore une fois, je vais pas trop dire le mot normalement, mais voilà, mes parents m'ont poussée à faire tout ce qu'on me disait un peu à l'hôpital, tu pourras pas faire ça, tu pourras pas faire ci. Enfin, quand j'étais enfant, clairement, on m'avait dit l'autonomie, tu fais un peu une croix dessus, quoi. Tu pourras pas te doucher seule, tu pourras pas, je sais pas moi, être seule plus tard, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. Et ça, je le dois à 100 milliards de % à moi. Déjà, dans un premier temps, bien sûr. Mais à mes parents, à ma famille, à mes proches, d'une manière générale, évidemment aussi le personnel soignant de l'hôpital, avec qui, pour certaines, je suis encore en contact aujourd'hui parce que c'est mes deuxièmes mamans. Enfin, c'est incroyable les liens qu'on lie forcément quand on connaît ces gens-là depuis toujours. Donc ouais, voilà. C'est pas facile, mais un
on arrive à se créer un petit bout de chemin. Et je pense aussi que, comment dire, que ce qui a pu m'aider, c'est ma personnalité, enfin, mon caractère. Et quand je repense à des années comme le collège, par exemple, où c'est pas évident pour beaucoup de jeunes, ce que je faisais, c'était de faire les blagues avant qu'on me les fasse, de montrer que ça m'atteignait pas, puisque je me moquais ouvertement de moi-même. Et du coup, je pense que grâce à ça, en tout cas, j'ai vraiment pas ce souvenir que beaucoup peuvent avoir d'avoir vécu des moqueries. Ou j'ai sûrement dû en avoir un petit peu, mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'a marqué. Voilà, je rentrais direct dans le tas en disant me cherche pas parce que j'aurais la meilleure blague que toi. donc voilà. Mais oui, il y a des moments qui n'étaient pas évidents, forcément. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous en parler justement de ces moments qui n'étaient pas évidents, ou est-ce que le regard des autres a déjà été pesant pour toi? Alors oui, ça l'a été, ça l'est encore parfois, même si si je parle d'aujourd'hui, j'ai vraiment appris à faire. Je pense que vraiment dans 99% des cas, je fais abstraction. C'est même, je sais pas, si je me balade avec ma maman et qui va me dire ah, il arrête de te regarder celui-là, mais moi je l'avais pas du tout vu. Enfin voilà. Et puis je fais vraiment une énorme nuance entre les enfants et les adultes. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, la plupart du temps, les comportements d'un enfant qui ont pu parfois me faire un petit peu de mal, c'est impossible que ça vienne de la bouche d'un enfant. C'est que forcément, c'était du mimétisme ou que c'était un adulte qui pas lui avait dit de dire ça, mais c'est impossible que ça vienne d'un enfant. Des mots voilà, c'est impossible. Mais oui, forcément que parfois, ma taille me fait me rendre compte. En fait, c'est plus presque quand je me vois en photo ou en vidéo. Ouais. Parce que moi, au quotidien, je me vois pas, quoi. Donc je vis, et voilà. Et quand je me vois en vidéo marcher, par exemple, là, je me prends mon handicap en pleine tête. Et c'est là où où ma différence me frappe beaucoup. Il y a ça, et il y a, là, en vieillissant, en plus, le corps qui me lâche petit à petit. Je le sens. Alors, c'est bête, parce que je suis très... je disais tout à l'heure que j'aimais pas l'injustice. Et j'aime bien quand tout est carré, moi. Donc, quand on me dit quelque chose, je le prends vraiment très à cœur. Et donc, quand j'étais plus jeune et qu'on me disait, par exemple, il se peut que plus tard, tu aies une opération, un remplacement de la hanche, parce que ta hanche, elle va s'affaiblir, et du coup, voilà. Mais on m'avait dit vers 50 ans par là, quoi. Donc, quand là, je sens que ma hanche commence déjà, je me dis, ah bah non, vous m'aviez dit 50, c'est pas le deal, là. J'ai pas signé pour ça. Donc oui, ça me fait mal, parce que là, je suis dans la vie d'adulte, que je suis en train de construire ma vie, et que j'ai pas le temps pour ça, quoi. Ah oui. Même s'il n'y a pas de bon moment, en vrai, mais là, j'ai pas le temps. Donc il y a ça, et après, oui, alors il y a eu des moments pas cool où j'ai été mis à l'écart. Pas tellement par les élèves, enfin pas tellement par les camarades ou quoi directement, mais j'ai souvenir d'un moment en particulier. C'était une fête de l'école où clairement j'ai été mis sur le bas-côté de la scène. On a volontairement pas voulu m'inclure dans le spectacle de fin d'année par rapport à ma différence. Ok. Donc, alors après, est-ce que moi, j'ai pas le souvenir exact de moi, ce que j'en ai pensé. Je sais que j'ai vu ce que ça avait fait chez mes proches, par contre. Ouais. Mes parents, pour le coup, alors là, le sentiment d'injustice, il était... taquet, maximum. Quoi. Ouais. Et ma mère, faut pas la chauffer quand on parle de ses enfants. Donc là... C'est une maman. Oui, c'est une maman. Et je pense que là, ça l'a pas fait du tout. Donc ouais, j'ai ce truc-là en particulier. Après, il y a très certainement eu d'autres situations qui là me reviennent pas forcément, mais il y a eu, c'est sûr. Ouais. Et du coup, si on avance un petit peu, tu nous as parlé un peu du collège. Il y a eu le lycée aussi. C'est pas toujours une période qui est forcément évidente, où là, on se construit un peu plus. On passe un petit peu de l'enfance, de la jeune adolescence à... Voilà, on se prépare quand même à bientôt quitter le nid. Comment tu l'as vécu, cette période de lycée ?
Le lycée, je pense que ça a été un peu plus facile dans le sens où c'est une période, en tout cas, je crois, en plus, bon, on était ensemble, donc peut-être que tu pourras aussi me dire, mais c'est une période où j'ai eu moins d'interventions. Donc j'étais aussi plus présente. Donc plus facile pour se construire une vie sociale, parce que mine de rien, au collège, je sais que j'ai eu beaucoup de périodes, même assez longues, où j'allais me faire hospitaliser, puis le temps de la rééducation, bon... Le collège, en plus, on le sait, c'est fragile. Donc, c'est vrai que tu te fais des amis, tu pars 4 mois, je grossis le trait, mais tu pars 4 mois, tu reviens, t'as plus d'amis, quoi. En plus, c'est très violent. Le lycée, du coup, il y a pas ou beaucoup moins eu ça. Donc, c'est là où il y a eu l'apparition des débuts des vraies amitiés aussi. Il y en avait déjà avant, bien sûr, mais c'est là où on se crée tout ça. Il y a le début des premiers... amours, j'allais dire. En tout cas, les premiers moments où je ressens un truc que j'avais jamais ressenti avant, c'est-à-dire que je peux plaire. Et ah bon, moi je peux plaire. Qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, notamment une anecdote assez drôle où j'avais vraiment un voile devant les yeux, impossible de me rendre compte qu'il y avait vraiment un garçon intéressé par moi. Et je dis, oui, mais qu'est-ce qu'il me veut? Mais non, mais tu ne comprends pas. Il veut vraiment être avec toi. Être avec toi. Et moi, je dis, mais pourquoi? Il veut parler à ma copine? Non, c'est avec toi qu'il veut être, Clémentine. donc ouais, il y a ça. Il y a ça. Et puis, il y a effectivement le saut qui se rapproche petit à petit de l'indépendance. Ouais. Sachant qu'en plus, j'ai quitté le nid familial à 17 ans, parce que je suis de fin d'année. Donc j'ai eu mon bac, j'avais 17 ans. Et j'ai commencé la fac, qui n'était pas du tout dans la même ville et dans la même région, d'ailleurs, à 17 ans. Ouais. Et pour le coup, je crois pas l'avoir mal vécu. En fait, en plus, je pense que c'est un truc familial où depuis qu'on est petit, mes parents, alors c'est pas qu'ils nous le disent de manière frontale, mais voilà, ils font pas des enfants pour les garder avec eux, ils font des enfants pour qu'on s'épanouisse, pour qu'on vive nos vies et tout. Puis il y avait toujours ce truc, bien sûr, de tu vas rentrer le week-end, on se verra. Enfin, si t'as un problème, on est qu'à 45 minutes de route, mais quand même, c'est pas rien. Surtout pour eux. En plus, je pense aussi de savoir que leur petite fille qui a un handicap a réussi à cocher cette case d'autonomie dont on leur parlait depuis toujours. Après, il y a peut-être ce truc rassurant où je redéménageais dans la ville où j'étais suivie à l'hôpital. Je pense que quelque part, ça me rassurait un petit peu. Ah oui, où tu avais quand même ce port d'attache pas très loin en cas de problèmes médicaux. Ouais, c'est ça. Donc ouais, voilà, il y a eu ça. L'arrivée dans la grande ville après avoir vécu 15 ans à la campagne. Voilà, on a eu le même ressenti. Et puis voilà, le début des années supérieures, enfin des études supérieures. Se créer un nouveau cercle. Assumer aussi de devoir être autonome. Il y a des choses pas faciles, il y a des choses où aussi, comme on est autonome, il y a certaines choses où on ne veut pas du coup faire rentrer de l'aide parce que ça serait avouer une faiblesse. Et comme on est en train de prouver au monde qu'on est capable, moi j'ai 18 ans, je suis capable. Je ne veux pas avoir de l'aide pour faire mon ménage alors que en vrai j'ai mal au dos de fou et que oui, la dame elle m'aide de fou. Donc, mais non, non, je le montrerai pas. Je vais faire mes courses, je vais porter mes sacs alors que ça me pète le dos. Voilà. Est-ce qu'il y avait un côté revanche en fait dans tout ça, dans le fait de j'ai coché cette case alors qu'on m'avait dit et qu'on avait dit à mes parents qu'en fait je serais jamais autonome et là je suis en train de cocher cette case. Et en fait justement je veux pas donner le sentiment que c'est qu'une demi-case peut-être. Ah oui, complètement. Déjà par rapport aux médecins, où je me souviens, alors ça pour le coup je m'en souviens parce que j'avais des contrôles réguliers, enfin j'ai des contrôles réguliers avec notamment mon chirurgien orthopédique et c'était pour moi une fierté, alors un peu moins en grandissant, mais adolescente, dès que je rentrais dans le bureau, c'était « Ah mais j'arrive à faire ça, maintenant je fais ça okay. ». Et presque de pas avoir autant, j'aurais aimé avoir plus, je pense, super, génial. Mais c'est pas grave, je m'en foutais.
moi je le fais, j'ai réussi alors qu'on m'avait dit que j'y arriverais pas. Et encore aujourd'hui, il y a des choses, il y a notamment une grosse chose sur ma liste que j'ai pas encore cochée et ça m'agace. C'est juste par manque de temps. Mais un jour je l'aurai ce permis. Un jour je vais conduire. Et ça sera, je pense, un des derniers trucs où je serai méga trop fière d'avoir coché ça. Ok. Et alors cette vie étudiante, cette vie de liberté aussi, parce que finalement on passe du cocon à la liberté, à une autonomie, à une gestion en fait de notre quotidien qui est beaucoup plus, c'est fait par nous-mêmes finalement quand on quitte le nid. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors beaucoup de soirées, beaucoup de rencontres. Et puis, je pense, si je creuse un peu plus, ça m'a appris aussi à apprendre à plus me connaître, à me gérer aussi. Et c'est aussi là où j'ai encore plus eu de douleurs liées à tout ce qui va être un peu plus gynécologique, tout ça. Et ça a été compliqué à gérer parce que ça m'a... En fait, je pense que c'est plus au-delà du physique, où je sentais des différences ou tout ça, ou des injustices. C'est plus par rapport à mes douleurs. Parce que mes douleurs, aujourd'hui, depuis de nombreuses années, mais me gâchent la vie par rapport à des choses que du coup, je peux pas faire avec mes amis. Alors, même si je fais beaucoup de choses, je dis n'importe quoi, je peux faire, je sais pas, des attractions à Disney, voilà. Bon, après, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais c'est une autre histoire. Mais il y a des choses où je vais louper des moments, je vais louper des soirées, des restos, des choses comme ça, parce que j'ai mal. Et je pense que c'est plus là où je me dis, pourquoi moi Enfin, pourquoi moi ? Comme si l'univers avait décidé, c'est toi qui vas souffrir. Et puis, toujours ce truc de... relativise, il y a tellement pire. Je suis plus aujourd'hui dans un mood de oui, c'est vrai, il y a pire, mais c'est bon, allez, t'as le droit. En plus, c'est un conseil que je donne à tous mes amis. Donc, il est important de savoir s'appliquer à soi-même les conseils qu'on donne. Donc, ouais, la vie étudiante, c'était aussi ça. C'était le passage de... Il y a eu trop de trucs cool, forcément. C'est aussi là où j'ai rencontré mon chéri, qui est actuellement mon mari. Voilà. C'est aussi là où j'ai découvert les études qui vont me mener à ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est clairement pas rien. Mais voilà, c'est aussi devoir faire face seul, dans son appartement, seul, aux douleurs, seul, et ne pas tomber dans des choses pas très rigolotes aussi, parce que quand t'es tout seul dans ton appartement et que t'as mal, je pense qu'il est facilement... Enfin, j'ai eu des fois où je me suis dit... ça sert à... Enfin, je peux prendre un peu plus qu'un Doliprane pour me soulager. Ouais. Et non, mais c'est pas l'envie qui m'en a manqué sur certaines crises de très grosses douleurs. Ouais. Ou d'aller à l'hôpital et de dire là, ça est compliqué là. J'habitais vraiment pas loin en plus. Donc, Tu dis, du coup, ce que tu sous-entends, c'est que tu aurais pu tomber dans de l'addiction aux médicaments, par exemple. Oui. Et il n'y a pas si longtemps que ça encore. Il y a 2 ans, je pense, quand on m'avait prescrit un médicament qui, clairement, on peut tomber dedans, j'ai senti une fois, et j'ai senti que c'était le moment où c'était chaud. Je me suis levée en pleine nuit, j'avais mal. J'ai retourné toute la maison pour trouver un comprimé. J'ai pas trouvé, il n'y en avait plus. Et j'ai senti, en fait, vu mon état de frustration, de nerfs, que c'était pas plus mal, je pense, en vrai. Parce que... Est-ce que j'avais vraiment aussi mal que ça ? Ouais. J'étais même plus sûre. En vrai, je pense que peut-être juste un petit peu de respiration, ou ça nécessitait pas de prendre un truc aussi fort. Et vu mon état, c'était trop. Ouais. Ouais. Et je me suis fait peur parfois. Ouais. Oui, du coup, j'imagine. Ouais. À cause des douleurs. Et je pense que j'ai fait peur à mon mari aussi plus d'une fois, à avoir tellement mal, à dire des trucs qui dépassent ma pensée. Et lui, à pas pouvoir gérer ça. À être dans le... Enfin, tout le temps me répéter qu'est-ce que je donnerais pour prendre ta douleur ? Et moi, jamais de la vie. À lui répondre, mais t'es un malade. Ouais. Et puis j'avais l'impression, même si c'est pas pour faire la meuf forte ou quoi, mais j'avais l'impression que si instantanément ma douleur se transmettait à lui, ça allait le briser, quoi. Ouais. C'est pas, voilà, c'est encore une fois, c'est pas pour faire celle qui
Mais j'avais tellement mal que jamais de la vie j'aurais toléré ça, quoi. Oui, et puis c'est vrai que quelque part on en parle, hein, mais de l'accoutumance entre guillemets à la douleur et qui fait que du coup, toi tu t'y habitué petit à petit avec les années, alors que si tu lui transmettais instantanément un shoot de douleur, ça pourrait être difficile effectivement. Ah oui. Et d'ailleurs, ce problème-là, d'être tellement habitué à la douleur qu'on s'y habitue et on la minimise. Ça a aussi failli me coûter la vie l'année dernière. Où j'ai repoussé en disant... Tout le monde me disait c'est une grippe, c'est une grippe. Même le médecin des SOS médecins m'a dit c'est une grippe. Pour sa défense, j'en avais tous les symptômes. Et c'était la période. Mais en fait, heureusement, j'ai su m'écouter au moment où il fallait. Enfin, il aurait fallu plus tôt même, mais j'ai su dire non, là, je me connais. Ouais, c'est pas une grippe, c'est sûr. Et heureusement, parce que le chirurgien qui s'est occupé de moi, du coup, j'avais une énorme pyélonéphrite, en plus sur un rein unique, catastrophique, quoi. M'a dit quelques heures de plus et c'était dramatique. Donc vraiment, je me suis dit, ok, j'ai clairement eu raison. De toute façon, en appelant le 15, je me suis vraiment rendu compte que j'ai donné quelques symptômes. Ils m'ont dit, vous filez aux urgences immédiatement. Enfin, si vous le pouvez, bien sûr, blablabla, mais voilà. Donc il y a ce gros problème-là aussi, forcément. Ouais. Et puis, il y a le mental qui fait que même si on est fort, la douleur, c'est quelque chose qui tue feu doux. Ouais. Est-ce que justement, avec cette expérience-là de début 2024, est-ce que ça t'a fait prendre conscience de quelque chose ? Oui, forcément. Ça remet certaines choses en perspective, où on se dit déjà que la vie est très courte. Enfin, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Enfin, pour le coup, avoir fait autant d'allers-retours, parce que ça a duré 3 mois cette histoire, où vraiment j'en pouvais plus, quoi. Encore une fois, il y a pire. Je suis pas dans la justification, mais ça me fait tellement de... Je me dis, waouh, c'était... Je sais pas, je me sentais pas tellement légitime, et au final, en entendant aussi les mots, ça aurait pu être grave et tout, ça m'a fait prendre conscience, forcément. Et après, en même temps, je sais pas, la vie reprend son cours, et c'est comme mes douleurs d'avant, j'appelle ça, parce que maintenant je suis traitée pour ces douleurs qui me faisaient très très mal avant. Moi, je les ai un peu oubliées, entre guillemets. Mon corps, non, mais mon chéri, surtout, les a pas oubliées. Et du coup, quand parfois je dis, je dis jamais ça comme ça, mais en gros, je minimise un peu, et lui, il me fait, non, mais tu te souviens pas, c'était énorme, quoi. C'était violent, puissant. Et ouais, voilà. Il a raison peut-être de te le rappeler pour que tu te souviennes aussi que t'as vécu des choses très difficiles. Oui. Et là, c'est moi qui fais une supposition, mais mon manque de souvenirs, tout ça, je pense que c'est lié à ça, au traumatisme qu'a pu vivre mon corps et mon esprit, en se faisant, mine de rien, en n'ayant pas, peut-être, je dis ça comme ça, mais peut-être en n'ayant pas ces premiers moments avec mes parents à la naissance, tout de suite cette violence de se faire opérer à 3 heures de vie. Puis ce lien avec ta maman qui n'a pas été tout de suite, en tout cas. Donc peut-être, créé après. Peut-être qu'il y a de ça. Et puis voilà, et tous les traumatismes liés à la douleur, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale aussi. Et tous les à côté qui font que c'est pas facile de vivre, d'évoluer, de grandir, de se construire quand on souffre. Ouais. Après cette vie étudiante, il y a eu une vie ailleurs. Il y a eu une vie. Vous avez changé de ville. Vous êtes partis encore plus loin. Ouais. Tous les deux. Oui. Du coup, est-ce que tu as envie de nous parler de cette ville, de cette période aussi de vie qui a compté, je crois? Oui, beaucoup. Donc après les études, on a fait les mêmes études du coup avec mon chéri. Et ensuite, il a fallu trouver du travail, forcément. Donc mon chéri a eu une offre d'emploi à Lyon. Et enfin, juste à côté de Lyon. Et on a... voilà, ça s'est fait. Et on a déménagé sur Lyon. Du coup, on y est resté 8 ans. Voilà, on avait un super appart qu'on aimait beaucoup. C'était vraiment... en plus, c'est
le premier vrai cocon, même si on vivait ensemble dans mon appart étudiant, mais c'était là, voilà, notre appartement d'adulte. Avec une chambre d'amis. C'est des détails, mais c'est Encore important. des cases à cocher. Voilà, encore, oui. Non, mais c'est vrai. Et puis, mine de rien, peut-être aussi ce truc de... je suis encore plus autonome parce que je m'éloigne encore plus de mes parents. Très inconsciemment, parce que c'est vrai qu'on a toujours été... Enfin, pas les uns sur les autres ou quoi. Donc, voilà, on s'appelle, on prend des nouvelles, mais c'est pas du genre... Ouais. Donc, ouais, voilà. Lyon, pendant 8 ans, clairement pas rien, parce que c'est aussi le moment où j'ai lancé mon activité, moi, professionnellement. Ouais. Et du coup, encore une case à cocher, mine de rien. Parce que, alors, pour le coup, niveau boulot, je crois pas qu'on m'avait déjà dit... Enfin, oui, je me doutais bien que, par exemple, être coiffeuse, ça allait être compliqué. En restant debout toute la journée, je n'aurais pas pu. Mais je m'étais jamais trop projetée. Là où d'autres se disent « Ah, moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça », j'ai longtemps fait des études. Je vivais un peu au jour le jour. Je faisais des études parce qu'il fallait faire des études, mais est-ce que j'allais vraiment être salariée ? Je sais pas. En fait, en y repensant, je sais même pas si ça m'a vraiment traversé l'esprit un jour. Oui, parce que là, ce qu'on peut dire, c'est que tu es indépendante. Oui, et j'ai jamais été salariée. Du coup, j'ai commencé vraiment en tant que entrepreneur, direct. Et en plus de ça, j'ai une petite légère phobie administrative. Donc vraiment, je me suis dit, tiens, si je me lançais toute seule dans un truc où il faut vraiment se débrouiller tout seul. Voilà, quelle bonne idée. Mais voilà, encore, peut-être repousser ses limites, prouver qu'on peut, qu'on est capable, qu'on y arrive. Et c'est pas rien. Non, c'est clair. C'est pas rien, ouais. En parallèle de ça, il y avait aussi une chaîne YouTube. Ah oui. Qui est Astuce, pour ne pas la citer. Justement, tu as ce handicap, mais ça t'a pas empêché de te mettre quand même énormément en avant et de développer quelque chose quand même autour de ton image et de qui tu es. Ouais, c'est vrai. Et en plus, je pense que c'est pas un sujet que j'ai abordé tout de suite. Je l'ai abordé sur ma chaîne. Donc, il y a eu un blog et une chaîne YouTube. J'adorais partager. À l'époque, en plus, c'était sur des thématiques de maquillage, de vêtements, de déco, tout ça. Mais je pense que je me créais aussi un petit cercle. C'est comme ça que y a eu les premiers abonnés qui sont parfois devenus des copines aussi. Donc ça, c'est trop cool. Et puis mine de rien, parce que on est arrivé à Lyon en 2015, et puis moi j'ai créé mon entreprise qu'en 2018. Donc il y a quand même eu un petit moment où j'étais assez seule. Donc c'est vrai que cette chaîne YouTube, elle était quand même un peu mes copines, quoi. Ouais. C'était mes copines virtuelles, mais c'était de la compagnie et c'était une occupation aussi. Je sais que pendant un moment, c'était quand même un rythme de une vidéo par semaine, voire parfois 2, et puis un article de blog. Ouais. Donc j'étais gratuitement, mais j'étais occupée. Déjà les prémices de ton activité, finalement. Oui, j'ai énormément appris sur le terrain grâce à ça. Ouais. Que ce soit pour les réseaux, pour le graphisme, pour tous les domaines que je touche aujourd'hui, ouais, carrément. C'est chouette. Puis ça t'a permis aussi de faire des belles rencontres aussi, je crois en tout cas, aussi de rencontrer des personnes un peu plus connues, de travailler aussi pour des marques, pour des belles choses en fait. Ouais, ça fait une belle expérience et puis surtout qu'on me fasse confiance. En plus de ça, entre-temps, j'avais abordé le sujet de qui j'étais vraiment. Donc là, pour le coup, j'étais 100% moi-même. Enfin, il n'y avait pas de... Voilà, j'ai toujours été vraiment très transparente sur les réseaux. Je le suis encore aujourd'hui. Mais oui, c'est clair, il y a eu des très belles rencontres qui sont encore aujourd'hui même des amies, dont une qui m'a mariée. C'est pas rien. Et avec qui tu travailles aujourd'hui ? Et avec qui je travaille aujourd'hui, carrément. Et oui, ça a été le palier vers ma vie professionnelle actuelle, clairement. Aujourd'hui, j'ai moins de temps pour ces activités-là, YouTube et le blog, mais jamais dans mon cœur. C'est clair. N'oublie pas d'où on vient. Non, jamais. Oui, puis c'est une communauté qui t'est quand même toujours fidèle aujourd'hui, parce qu'on parle d'années. Ça a commencé pendant ta vie étudiante, finalement. Ça t'a
accompagné sur Lyon. Et je crois qu'il y a encore des personnes qui sont là, même Oui, encore aujourd'hui, sur les réseaux, ouais. Alors que tu as encore évolué. Là, du coup... Et il y a même des abonnés qui m'ont fait confiance professionnellement maintenant dans mon activité, en me continuant à me suivre sur les réseaux et en me disant je te suivais en tant que qui aime astuce et maintenant j'ai envie de travailler avec Clémentine. Ouais. Et c'est fou. Et c'est quoi Tu voudrais nous parler un peu plus de ton activité ? Ouais. Du coup, donc c'est très polyvalent. J'aime bien dire que je suis un peu multicasquette, mais c'est cool parce que, alors, c'est un peu touche à tout dans le sens où j'ai vraiment cet œil qui permet de revoir la communication de mes clients un peu dans sa globalité. Quand par exemple, je sais pas, je propose un site internet, je peux proposer du coup un service de rédaction, aussi un œil de graphisme et aussi un service de photographie. Je fais de la photographie à côté de ça. Et du coup, c'est hyper complet. Et j'adore ce que je fais. En plus, j'avoue que c'est un vrai confort parce que je peux aménager mes horaires, je peux travailler de chez moi aussi. Et puis, je fais plein de rencontres, surtout depuis quelques temps là, où je suis partie de Lyon, du coup, entre-temps, j'ai quitté Lyon et j'ai rejoint la côte atlantique. On parle pas du tout comme ça là-bas, avec un accent. Mais ouais, il y a eu ce déménagement à Royan qui, pour le coup, je pense, a été un tournant encore plus... J'aurais jamais cru, en déménageant, que ça prendrait cette tournure-là. Enfin, je l'aurais jamais imaginé. Et finalement, c'est fou. C'est fou parce que de rencontre en rencontre, il se passe des projets tous plus incroyables les uns que les autres. Et puis, ça me sort vraiment de ma zone de confort. C'est marrant parce que j'ai une amie la semaine dernière qui m'a dit mais je suis tellement fière de toi, tu peux être tellement fière de toi pour tout ce que tu fais. Justement, sortir encore plus de chez toi pour aller faire des projets, des tournages, des shootings et tout. Donc, alors c'est sûr que niveau santé, parfois je le paye un peu. Mais bon, voilà, il faut y aller tout doux et ça va le faire. Ouais, c'est un équilibre à trouver. Ouais. Mais c'est vrai que pour avoir, moi, cet œil-là, oui, il y a une renaissance qui se fait depuis que tu es sur la côte. Ouais, alors c'est marrant parce que c'est un peu dans... Je pense que le fait d'avoir les problèmes de santé l'année dernière, il y a eu un peu cette contradiction qui s'est créée, c'est-à-dire que en revenant vivre vers chez mes parents, parce que du coup, je me suis aussi, il y a ça aussi, c'est que je me suis rapprochée de mes parents. Moi ça faisait des années que je vivais loin d'eux. Là, maintenant, je suis à littéralement 4 kilomètres. Donc, c'est vraiment, voilà. Et ça a marqué, des nouveaux problèmes de santé qui sont apparus, une fatigue, tout ça. Donc, je sais pas du tout si c'est lié ou quoi, mais c'est vrai que ça fait drôle sur ce plan-là, mais en même temps, côté professionnel et même personnel, parce que les rencontres se font dans les deux sens, c'est incroyable. Donc ouais, il y a ce côté renaissance. Ouais, carrément. Et aujourd'hui, t'en es où ? T'en es où dans ta vie pro, dans ta vie perso, quand tu regardes un petit peu en arrière ? J'en suis que j'arrive à m'appliquer des conseils comme t'as le droit de craquer, t'as le droit de dire que là c'est trop. C'est un énorme pas pour moi parce que j'étais vraiment... Alors je suis beaucoup dans le contrôle, mais je prends beaucoup plus soin aussi de ma santé mentale depuis que je suis sur Royan. À base d'hypnose, à base de MDR, à base de... Enfin plein de choses que je mets en place et qui me font beaucoup de bien. Ouais. Je m'écoute beaucoup plus, même par rapport aux pros, c'est-à-dire que je sais maintenant, je pense que c'est en faisant qu'on apprend que ça en fait j'aurais pas dû, et du coup on apprend à être un petit peu plus, comment je peux dire, pour sélectionner voilà ce qui nous anime, ce qu'on a envie vraiment de faire. Donc ça c'est trop cool. Et puis il y a des choses qui se mettent en place dans ma tête aussi, qui me donnent envie de creuser. J'ai très envie d'aller vers de la formation aussi, de proposer ce genre de choses. Et petit à petit, c'est un petit peu en train de se mettre en place aussi, donc c'est cool. Ouais. Tu as quand même un parcours qui est fou, qui force l'admiration et le respect, en tout cas pour moi, et je pense aussi pour les personnes qui nous écoutent.
Ça a été quoi tes plus grands défis que tu as rencontrés au cours de ta route? Déjà, je pense que j'en ai encore. Hein. Ouais. J'en ai toujours. Les plus grands défis, je pense que c'est d'arriver à prouver, même si je devrais même pas, mais en vrai, c'est une envie que j'ai au fond de moi à chaque fois de prouver que je peux, de prouver que ça va. Ouais. Parfois, c'est pas bien, je pense, d'ailleurs, parce que trop vouloir montrer que ça va, on oublie parfois que ça va pas. Ouais. Mais il y a ça. Après, mes plus grands défis, je sais pas si je peux les voir comme ça aussi, mais c'est mes plus belles réussites, quoi. C'est mon couple, c'est mes proches, c'est d'avoir ce cercle, cette base, et d'avoir cette vie que je pense peu de médecins auraient parié, quoi, dessus. Et là, je pense que je suis un peu aussi dans un mood où je prends les choses un peu jour le jour. Parce que depuis ces derniers mois où j'ai les douleurs qui se réveillent, j'ai peur, forcément, je vais pas mentir. J'ai peur que ça m'enlève tout ce que... Enfin, pas tout ce que j'ai, parce que mon mari ne va pas partir. Tu ne pars pas, hein, attention. Non, mais par rapport au... te trouver. Mon papa. Par exemple, et pas que. Non, mais par rapport au boulot, forcément, je me dis, ah non, j'ai réussi à aller jusque-là, viens pas m'enlever ça. Enfin, viens pas en parlant à mon handicap, m'enlève pas ça. Me le prends pas maintenant parce que j'ai pas assez profité. Et en plus, je t'avais dit 50 ans. Donc, puis même à 50 ans, je vais dire, un peu de rab, c'est possible. Ouais, je comprends, ouais, évidemment. Est-ce qu'il y a une personne ou un événement en particulier qui t'a vraiment inspiré dans ton parcours ? Oui, forcément. Je peux pas ne pas citer ma maman, mes parents, mais ma maman particulièrement, parce que ma maman, elle a été quand même l'aidante. Déjà, ma maman, forcément, je peux pas lui enlever ce rôle-là. Mais ma maman, elle a mis sa vie, entre parenthèses, pour moi. Elle travaillait quand elle m'a eue, et elle a arrêté de travailler pour pouvoir m'emmener à l'hôpital, rester avec moi, aller à la maison des parents, dormir quand je passais des longs séjours à l'hôpital, faire les allers-retours quand on a déménagé plus loin que l'hôpital pour s'occuper de mes frères, parce que mine de rien, j'ai quand même 2 frères. Donc, et être avec moi et ne pas négliger, enfin, c'est pas le terme, mais mes frères. Donc oui, ce parcours-là, et puis toute cette force que j'ai en moi aujourd'hui, je l'ai grâce à beaucoup de gens, mes parents, ma maman, des choses qui de l'extérieur pouvaient paraître peut-être un peu trop fort pour la petite fille que j'ai été, mais c'est grâce à ces actions qu'ils ont eu envers moi de me pousser toujours plus que j'ai cette autonomie-là. C'est parce qu'ils m'ont dit allez, tu réussiras à monter dans le bain toute seule, que parfois, je sais pas, je passais peut-être... je grossis le trait, hein, ils m'ont peut-être pas laissé 20 minutes en galère devant la baignoire, mais qu'aujourd'hui j'y arrive. Et qu'ils étaient pas là à m'aider pour... après, non, aucun jugement pour... chacun fait... Voilà, chaque parent, moi je suis pas parent, je sais pas comment j'aurais réagi, je sais juste que mes parents ne sont pas nés parents, ils sont devenus au fur et à mesure, comme beaucoup du coup, comme tous, et qu'ils ont fait comme ils pouvaient, avec les moyens qu'ils avaient aussi, parce que mine de rien, quand on y repense, il y a quand même ce mensonge, ce médecin qui leur a menti, qui a trahi leur confiance, qui s'est pris une rouspète par ma grand-mère, qui a débarqué dans son cabinet quelques jours après ma naissance pour le terminer. Bien sûr qu'il y a eu aussi ce côté qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va plus loin ? Mais en fait, on a surtout une petite fille handicapée qui a besoin de nous. On ne va pas se lancer dans une procédure juridique maintenant. Puis voilà, la vie fait que. Mais ouais, ma maman, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas mieux que maman. Bah oui. Et si on parle plutôt d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive au quotidien et qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin et qui te motive ? Ouais, il y en a beaucoup des choses quand même. Après, je vais pas mentir qu'il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Vraiment, là, je suis dans un moment de ma vie où, comme les douleurs se réveillent, comme je disais tout à l'heure,
Il y a vraiment des jours où il y a des matins où c'est compliqué de se lever. Même si j'adore ma vie, même si j'adore mon mari, ma fille, qui est mon petit chien, un teckel magnifique que j'aime, mon chien d'amour, mon mari d'amour, d'être près de chez mes parents aussi, c'est un vrai bonheur parce que, encore une fois, on n'est pas les uns sur les autres, on s'est trouvé notre espace. Et c'est un vrai bonheur d'être avec eux, de se dire, on se voit, voilà, on se fait une bouffe. Et de vivre au bord de la mer. Franchement, c'est mon plus gros bonheur parce que il faut savoir du coup que je viens dans cet endroit depuis que je suis née quasiment, enfin toute petite en tout cas, parce que mes grands-parents ont une maison de vacances là-bas. Et j'avais depuis un moment dit je viendrai y vivre quoi. Et quand je venais en vacances et que je repartais, je pleurais mais toutes les larmes de mon corps. Retourner à Lyon les 2 dernières années, c'était compliqué. Donc quand on a pu avoir l'opportunité incroyable et la chance de déménager à Royan, mais incroyable. Donc ouais, je vibre pour ça tous les jours. Je vibre pour mon taf aussi, pour tout ce que ça m'apporte. Et il y a des moments moins cool, hein, c'est un taf forcément, mais il y a des moments géniaux. Et puis pour tous les moments avec les copains quand on les reçoit, avec la vie d'adulte quoi, qui fait que j'en suis là. Je suis arrivée là. C'est un truc de ouf. Et je vis au jour le jour. J'essaye en tout cas. Ok. Et est-ce que il y a eu un moment dans ta vie où tu as eu la sensation d'accomplir quelque chose de vraiment extraordinaire pour toi, mais qui n'était pas forcément visible ou qui faisait pas forcément de bruit à l'extérieur? Il y en a eu pas mal quand même. Après, en fait, je pense que c'est des petits trucs, mais qui étaient fous. Genre réussir à mettre ma chaussette toute seule. Réussir je sais pas moi, même des trucs des fois où, je sais pas, je vais marcher, je vais accompagner des amis en ville, je vais marcher beaucoup pour ce que je suis capable de faire. Et je vais me dire, waouh. Alors, je vais être cassée, mais truc de fou, quoi. J'ai réussi à faire ça. Et ouais, c'est plus des trucs, encore une fois, où on m'avait dit ça, tu pourras pas. Je pense qu'on en revient toujours à ça, mais quand on m'avait dit ça, ah ouais, tu vas voir. Ça marche. Et est-ce qu'il y a un projet ou une réussite dont tu es particulièrement fière, mais qui est peut-être pas connu non plus de tes abonnés ou de grand monde en tout cas? En vrai, mon travail, parce que de réussir à porter mon entreprise depuis autant d'années, avec entre-temps tout les interventions qu'il y a pu avoir. Et on sait que la vie d'entrepreneur, c'est très fragile. Donc de réussir à mener à flot ce truc-là, malgré les à côté perso, médicaux, franchement, je suis trop fière. Et puis je suis trop fière aussi d'être avec mon chéri, quoi, cette relation qu'on a créé, ce parcours qu'on a fait ensemble aussi, parce que je parlais de ma maman tout à l'heure, mais ça fait quand même bientôt 15 ans que lui, il a aussi pris le relais en tant que chéri d'amour et en tant qu'aidant, parce que mine de rien, on en parlait tout à l'heure, il veut prendre mes douleurs, mais il est surtout là pour faire en sorte que ma vie soit la plus douce possible, en m'aidant pour des tout petits trucs ou des trucs énormes. Et je pense que je serais pas celle que je suis, grâce à beaucoup de gens, grâce à mes amis, grâce à mes parents, mais aussi et surtout grâce à mon chéri, c'est sûr. Et quel impact t'espères avoir sur les autres? Moi j'espère juste, d'une manière générale dans la vie, j'espère juste réussir à faire sourire à chaque fois. Ou en tout cas être là, être quelqu'un avec qui on peut parler, qu'on se sente en confiance avec moi, c'est super. Mais voilà, si je peux redonner le sourire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pas quelque chose que je fais volontairement sur mes réseaux ou depuis que j'ai la chaîne YouTube, etc. Mais le retour que j'avais souvent et que j'ai encore, c'est que justement, c'est ça, je donne le sourire, même parfois avec des stories un peu bateau de, je sais pas, la vie normale en fait. Mais les gens, je pense qu'ils aiment bien ça, le côté
normal, qui fait du bien, good vibes, voilà. Ouais, bah, c'est un petit peu ce qui te ce qui te caractérise le plus. T'es vraiment quelqu'un de solaire, donc C'est gentil. t'apportes ça très très fort. Tu Ouais, rayonnes auprès des personnes avec qui. J'essaye. Mais je veux quand même aussi, et c'est pas pour me justifier, c'est vraiment parce que je trouve ça normal de rappeler que oui, je suis comme ça, c'est vraiment qui je suis. Mais voilà, il y a vraiment des moments où ça va pas. Il y en a beaucoup. Enfin, je dirais pas, je veux pas faire un concours, mais il y en a quand même. Et c'est normal, c'est ok en fait. C'est ok. C'est un droit. C'est un droit et c'est important aussi Ouais. que les gens le sachent en fait, que tu restes aussi une personne humaine. Et Parce que les réseaux, parfois, bah forcément, on montre que ce qu'on a envie aussi. Je vais pas me montrer en train de pleurer ou quoi. Moi, je vois pas l'intérêt pour moi, hein, après, voilà. Mais c'est là aussi. C'est là aussi. Moi, je préfère montrer quand j'ai fait un gâteau, mais... Et si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui traverse des moments difficiles ou qui peut se dire qu'il n'est pas en capacité d'accomplir quelque chose, ça serait quoi? C'est difficile parce que je voudrais pas être moralisatrice, enfin, en tout cas mais peut-être si cette personne le veut aussi, hein, mais d'en parler à quelqu'un de confiance, à quelqu'un qui sait qu'il n'y aura pas de jugement, tout ça. Même peut-être quelqu'un d'extérieur à sa vie pour que justement ça reste assez neutre. De s'écouter, de se faire confiance aussi. Et puis d'accepter les moments qui sont moins bons parce que derrière, il y en aura forcément des meilleurs. En tout cas, j'essaye toujours de me dire que dans une mauvaise journée, il y a toujours, c'est un peu bateau, mais il y a toujours un moment qui va venir rehausser tout ça. Ouais, c'est joli. Je dis toujours que sans pluie, il n'y a pas de vie. Donc, je trouve que ça résume assez bien le côté... quand il pleut, on est rarement content. Ouais. Mais en vrai, la pluie, c'est la vie. Parce que ça permet beaucoup de choses. Et puis, ça permet les jolis arcs-en-ciel. C'est vrai. Et en rétrospective, ce serait quoi le conseil que tu donnerais ou qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite Clem du passé? Ah, ça, je bosse dessus en ENDR, justement. ma petite Clem en moi. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Déjà qu'elle est forte. Qu'elle est forte, que ça sera pas toujours facile, mais qu'elle est très bien entourée et qu'elle est dotée quand même de super pouvoirs quand même. Et que ça va aller. Que ça va bien se passer. Et j'aimerais que le mot de la fin, si tu le veux bien, ce soit pour Romain. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire de lui? Qu'il est incroyable, déjà. Non, mais mon boubou, hein, comme Romain a.k.a. Boubou, que c'est mon rock, que sans lui, je sais même pas. Je lui ai encore envoyé ce message hier soir en me couchant, en lui disant que je sais pas ce que je ferais sans lui, sans lui mettre la pression. Souvent on en rigole, je lui dis c'est pas du chantage affectif, mais ne me quitte jamais. Ne pars pas, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai même pas de termes assez forts, je crois, pour expliquer ce qu'il m'apporte, ce qu'on s'apporte tous les deux. Et il est incroyable. Il a tellement grandi, aussi évolué, et il s'est tellement construit, c'est tellement une personne magnifique. Je suis tellement fière de lui, de tout ce qu'il a pu. Et encore, je sais que c'est que le début pour plein de choses pour lui, et je suis trop fière. Il est incroyable. Ça y est, les petites larmes vont monter. Et qu'est-ce que tu aimerais lui dire, justement, à lui, là? Que je l'aime, je t'aime très très fort. Et j'espère qu'on va aller le plus loin possible tous les deux, sans trop comment dire, d'obstacles sur notre vie. Et que même s'il y a des choses qu'on peut pas avoir, c'est pas grave. Du moment qu'on sait tous les deux, et c'est le principal. On se construit ensemble. Merci infiniment, Clémentine. Merci. De t'être confiée à mon micro avec autant de sincérité. Merci beaucoup. Je te souhaite une vie merveilleuse, entourée de toutes les pépites qui sont autour de toi, de continuer à rayonner comme tu le fais.
et d'être sincèrement heureuse. Et moi, j'ai très envie de te faire un câlin, donc on va attendre un petit peu. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Pause Pépite. J'espère qu'il vous a plu. Et merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez faire grandir ce podcast, abonnez-vous, likez et partagez cet épisode au plus grand nombre. C'est de cette manière qu'il brillera encore plus fort. Merci encore et surtout, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pause Pépite.